Bonjour à tous, bienvenue à Vinipac. Donc Vinipac est organisé par Atlampac, je m'appelle Jean-Christophe Boulard et je suis le délégué général d'Atlampac. Et donc j'ai le plaisir de continuer cette journée. Ce matin, pour ceux qui ont pu y participer, nous avions une intervention de l'INDP sur un panorama général du décryptage du packaging des vins et une intervention à la fois d'une agence de design, Osé Design, et d'une intervention d'une société LuxLingua spécialisée dans le storytelling et puis les aspects nouvelles technologies, notamment réalité augmentée, associés donc à la création packaging. Et là, cet après-midi, on a souhaité venir ajouter dans le programme des interventions plus techniques mais aussi plus d'innovation dans le cadre en fait de la création de valeur autour du marché des vins grâce au packaging. Et nous avons donc le plaisir d'avoir deux intervenants. Patrick Cochet, responsable développement compte clé de la société Otajon, qui interviendra dans la deuxième partie de la table ronde sur donc l'ensemble en fait des aspects d'ennoblissement, de l'étiquette. Il décrira précisément les savoir-faire de la société et surtout cette société qui se met au service des vins, qui a des vraies expertises en spiritueux et en luxe et qui a la volonté de pouvoir mettre son service innovation pour le compte des clients des vins. Et nous démarrons notre table ronde avec Jean-Pierre Bernadet, qui est PDG de la société Bernadet et qui est aussi président d'Atlampac et qui nous fait le plaisir d'être avec nous cet après-midi. Je vais lui passer la parole tout de suite pour lancer cette table ronde sur les technologies et les procédés d'ennoblissement des packaging au service du vin. Jean-Pierre, c'est à toi. Bonjour, merci Jean-Christophe. Donc, comme vous l'a dit Jean-Christophe, je suis Jean-Pierre Bernadet, je suis le dirigeant de la société Bernadet, qui est un opérateur décorateur sur verre, sur flacon en verre, depuis maintenant pratiquement 70 ans. Donc, je vais vous présenter rapidement ce que nous faisons et aussi comment nous le faisons. Donc, c'est une entreprise fondée en 1951. C'est une entreprise, une PME familiale. C'est important. Qui est environ d'une centaine de personnes et qui travaille pour à peu près 1200-1300 clients maintenant. C'est-à-dire, on a une clientèle qui est très éclatée sur l'ensemble des marchés. Ce qui représente un gros avantage, c'est que ça nous permet de voir les évolutions et les besoins de manière très large, de ressentir assez facilement les signaux faibles que l'on peut avoir sur les différents marchés et qui nous aident et qui aiguillent un peu nos politiques d'innovation et d'adaptation au marché. Et on passe à peu près 30 millions de flacons par an dans nos ateliers, avec une particularité par rapport à d'autres opérateurs, c'est qu'on travaille beaucoup sur la création de nouveaux produits, et donc ça représente à peu près 400 nouveaux produits par an. 400 nouveaux produits par an, ça veut dire en gros 2 produits nouveaux qui sortent de nos ateliers tous les jours. Et quand on est une PME, 2 nouveaux produits tous les jours, ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des temps de développement de 6 mois pour chaque produit parce que ce serait absolument injouable. Donc ça veut dire que ça colore vraiment notre façon de travailler, les technologies qu'on utilise et surtout comment on les utilise. Donc on a une ambition qui est d'être la référence du décor verrier. Ça c'est la ligne d'horizon que nous on se fixe en interne, qui est de travailler de manière un petit peu différente. On dit toujours que l'herbe est plus verte chez les autres. J'ai l'habitude de dire que si l'herbe est plus verte chez les autres, je vais aller travailler chez les autres parce que ce sera mieux. Donc nous, on veut être la référence, donc susciter l'envie pour l'ensemble de nos clients, des collaborateurs, des fournisseurs et de tous les gens qui finalement travaillent avec nous. On essaye de créer cette aventure et de rendre l'herbe plus verte ici et là où on est. Donc on a des valeurs qui sont assez importantes, surtout en ce moment et dans la période dans laquelle nous sommes. Les valeurs, c'est important. Pourquoi? Parce que là aussi, ça guide la façon dont on va travailler. Donc nos valeurs, c'est l'engagement, c'est-à-dire mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir nos projets. Des valeurs de professionnalisme,
qui sont très marquantes pour le personnel, donc qui consistent à se donner la capacité justement à assurer nos engagements. Et puis on fait très attention au bien-être au travail, parce que si on veut rendre l'herbe plus verte ici, il faut aussi que le travail ne soit pas une contrainte permanente et un stress permanent. Et c'est aussi ce qui est garant à moyen terme et à long terme de la poursuite de notre développement et de la poursuite de l'innovation. On s'est aperçu au fil des ans que l'innovation sous la contrainte, oui, mais il faut que la contrainte ne vienne pas bloquer les gens qui travaillent sur cette innovation. Parce que l'innovation, oui, c'est souvent de la technologie, mais c'est avant tout des personnes, ce sont des humains. Alors, que faisons-nous? Nous faisons un certain nombre nous sommes un décorateur multi-technologie. C'est quelque chose qui est volontaire, qui est un positionnement à part, c'est-à-dire qu'on a cherché volontairement à développer un certain nombre de technologies de décoration qui soient complémentaires les unes des autres, parce que on a fait le pari du client il y a une dizaine d'années de cela, au détriment du pari de l'innovation pour l'innovation. Ce que je veux dire par là, c'est que les technologies en elles-mêmes ne sont pas suffisantes. Il faut qu'on les mette au service de quelque chose, et le quelque chose en question, c'est le produit du client. J'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas de technologie qui soit supérieure aux autres, tout dépend du contexte dans lequel on utilise cette technologie. Les technologies ont beaucoup évolué et continuent à évoluer très vite. Ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Ce qui se voit moins, mais qui est beaucoup plus important et beaucoup plus impactant, c'est la façon dont on déploie les technologies, pour quels produits, avec quels clients et surtout dans quelles conditions. On en reparlera peut-être plus tard, mais c'est quelque chose qui est en train de devenir un peu plus prégnant en ce moment en période Covid, où on parle de relocalisation, où on se dit il faudrait peut-être réfléchir durable. Et que veut dire réfléchir durable? Donc on a une partie très importante qui est de l'impression sur bouteilles et verres en direct, donc en sérigraphie ou en tampographie, qui est donc un décor direct, souvent complémentaire de l'étiquette. Sur les spiritueux, c'est un petit peu moins vrai, parce que sur les marchés des vodkas, souvent ça vit tout seul, il y a des décors directs sur la bouteille. Sur les marchés des vins, c'est très souvent un complément de l'étiquette pour venir rehausser. Par exemple, sur l'exemple que vous voyez, il y a des œuvres d'artistes il y a très belles étiquettes, et on vient le compléter avec une dorure. Donc ce sont des choses qui sont souvent complémentaires l'une de l'autre. Cette l'impression directe sur le flacon, elle peut se réaliser avec un certain nombre de composants. Alors, quand on fait impression, on pense étiquette, donc on pense encre. Il faut savoir que quand on fait de l'impression directe sur le verre, si vous avez essayé d'écrire avec un stylo sur le verre, vous avez dû constater que c'est quasi impossible, il n'y a pas grand-chose qui tient. Donc on a plusieurs, il y a eu pas mal d'innovations, alors qui remontent déjà à assez longtemps dans ce domaine-là. On travaille avec des encres. Les encres, c'est bien, mais pour le coup, pour que ça tienne sur le verre, c'est pas super top en termes de bilan carbone et d'impact environnemental. Donc on travaille aussi beaucoup avec des émaux, donc des matériaux naturels, qui ont pour le coup un désavantage, c'est que ça consomme pas mal d'énergie. Et puis on travaille beaucoup avec les métaux précieux, donc or et platine. Et on travaille aussi avec des technologies de séchage qui sont diverses et variées, c'est-à-dire soit de la basse température, de la haute température, de l'UV. On a même des développements sur l'infrarouge. Donc, ce qu'il faut bien comprendre sur la partie technologie, sur la décoration d'un flacon, c'est que la technologie aujourd'hui, on va dire qu'on est à peu près capable de tout faire. Ce qui devient important, c'est la technologie est là, qu'est-ce qu'on en fait, où se met l'innovation, et où est-ce qu'on va pouvoir apporter quelque chose de nouveau et d'intéressant.
Alors, on fait aussi beaucoup de décors manuels, d'or pinceau, de chromo. C'est quelque chose qui avait un petit peu disparu ces dernières années et qui revient en force parce qu'à force de repousser les limites, il y a un moment où on s'aperçoit que finalement, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, le cerveau humain fonctionne encore plus vite que la machine quand il s'agit d'être créatif. Merci à toutes les agences qui travaillent dans ce domaine-là. Et on arrive parfois à des limites techniques qui font qu'on est obligé de revenir à des choses beaucoup plus artisanales. C'est très présent dans le domaine des spiritueux. C'est malheureusement encore un peu moins présent dans le domaine des vins. Ce qu'il y a d'intéressant dans cette démarche-là et dans le fait de maîtriser on va dire, les décors à la main, c'est que souvent c'est une étape vers des nouveaux produits, vers des technologies naissantes. On passe par la phase artisanale qui nous permet de comprendre comment on va pouvoir développer derrière les technologies et dans quelle direction il faut aller. On fait du sleeve décoratif, c'est assez développé dans le domaine vin, souvent pour des produits, on va dire plutôt alors soit entrée de gamme, je pense notamment à tout ce qui est rosé, blanc, où ça permet de faire comment on va dire, des vins un peu marketés, où on a tendance à tirer un peu les vins vers le haut. Ça fait des produits, ce qu'on appelle les vins de copains. Et puis ça marche aussi très bien sur finalement du très haut de gamme, et ça a été tiré en ce sens par les champagnes, où là aussi on a de plus en plus de conjonctions de technologies qui viennent les unes à côté des autres, c'est-à-dire qu'on pose du sleeve sur lequel on va venir coller des pièces, sur lesquelles on va venir rajouter des étiquettes. Donc il faut bien voir que toutes ces technologies-là ne s'excluent pas les unes les autres, mais elles deviennent justement intéressantes quand on commence à les combiner. Et puis il y a la pose d'accessoires, la pose de cachet de cire, de pose de médaillon, pose de fret sur le goulot, donc tout ce que l'on peut venir coller et rajouter sur un flacon, où là les technologies sont de plus en plus pointues, c'est-à-dire que maintenant on peut coller selon ce que l'on colle, on peut maintenant à peu près tout coller sur le verre. Là aussi, si jamais vous essayez de coller quelque chose sur un flacon en verre, on s'aperçoit que c'est très difficile, qu'il n'y a rien qui tient. Mais maintenant, les technologies entre les colles chaudes, les colles froides, les colles UV, et j'en passe, et des meilleurs, on arrive à peu près à coller n'importe quoi sur un flacon en verre. On fait aussi de la bouteille factice. La bouteille factice, donc soit pleine, soit vide. C'est un petit peu accessoire, ce sont des petits marchés, mais ce sont des marchés qui existent parce que ça permet de booster les produits sur le plan marketing, de les faire voyager facilement, plus de problèmes de douane, etc., etc. Et comme on travaille beaucoup sur des nouveaux produits, c'est vrai que c'est un savoir-faire qui garde son sens et qui est pas mal utilisé dans le domaine du vin. Plus les crus sont importants et chers, et plus ça a du sens d'avoir de la bouteille factice. Et puis enfin, on a une grosse activité de contrôle qualité verrière. Alors pourquoi je le signale, c'est parce qu'effectivement le niveau de qualité si on regarde sur les 10 dernières années, sur l'ensemble des produits vitivinicoles, enfin, le niveau de qualité il est en perpétuelle augmentation. On nous demande aujourd'hui, là où avant on ne voulait pas voir un défaut, aujourd'hui il ne faut pas pouvoir détecter un défaut même s'il n'est pas visible par le consommateur. Donc cette élévation des standards de qualité, là aussi elle est très présente, puisque avant de pouvoir déguster le produit, ça passe par le packaging, qu'on le veuille ou pas. C'est le premier vecteur d'information, et donc il faut vraiment que ce soit parfait. Les marchés sur lesquels on opère, je vous l'ai dit, c'est beaucoup les spiritueux qui ont souvent été précurseurs sur le packaging pour des raisons purement budgétaires. Ce sont des produits souvent vendus plus chers en prix moyen, donc ça offre des budgets un peu plus importants qui permettent de payer les développements. Mais on travaille aussi beaucoup dans le domaine du vin qui petit à petit justement se servent de plus en plus du packaging, et les domaines et les maisons comprennent que c'est effectivement l'interface entre
entre le consommateur et le produit, et que le packaging permet de transmettre non seulement des informations, mais aussi un certain nombre d'informations émotionnelles qui changent et qui modifient ce qu'on appelle l'expérience utilisateur. Et puis on travaille aussi sur les marchés cosmétiques, parfumerie. Ça peut paraître anecdotique, mais il faut savoir que les trois marchés, vin, spiritueux, cosmétiques et parfumerie, ont des critères communs, fonctionnent à peu près de la même manière dès qu'on commence à s'élever en gamme. Et donc les technologies, ça nous permet de les développer sur un marché qui permet de les développer, pour après les utiliser sur un des deux autres marchés à des prix, on va dire, plus abordables. Donc les spécificités, c'est que effectivement, on travaille de plus en plus sur les produits premium, luxe et prestige, que de plus en plus on essaye de s'adapter au marché, d'être capable de faire des petites et des moyennes séries et pas simplement que des grandes séries, pour des raisons de cycle de vie des produits et de tendances lourdes à la segmentation des marchés. On travaille beaucoup les articles complexes. On note que plus ça va, plus les formats de flacons sur lesquels on doit travailler, ils changent, que ce soit en taille, en forme. C'est pas toujours une simple bouteille ronde et il faut être capable de s'y adapter. On travaille beaucoup sur les délais, qui est à mon avis quelque chose de majeur pour les années à venir, à cause de ce qui peut se passer sur les marchés, notamment à l'export, où tout le monde est un petit peu frileux, on est dans le flou, on manque de visibilité, et donc tout le monde a la même réaction, c'est-à-dire que on essaye d'attendre le dernier moment pour faire les choses, et donc il faut être capable de faire les choses aussi bien qu'avant, dans des délais plus courts. Et puis on travaille énormément sur la partie développement de projet, pour essayer de mettre en accord l'ensemble des partenaires sur le développement des produits, que ce soit l'agence, des gens comme nous qui sont des décorateurs ou des imprimeurs ou autres, et le client final. Donc on travaille dès la première idée du projet, on essaye d'être capable d'intervenir à ce moment-là. On a des engagements RSE, là aussi c'est un sujet important en ce moment, on parle de durabilité. La durabilité, c'est quelque chose d'assez complexe qui demande réflexion. Ça n'est pas que travailler sur l'environnement. Nous, on a choisi le parti de travailler sur les 4 piliers, c'est-à-dire l'économique. Il faut que nos entreprises et nos clients soient rentables et gagnent de l'argent pour que ça marche. Il faut qu'on s'intéresse au pilier social parce que derrière, il y a des hommes et des femmes, on a tous des salariés dans nos boîtes et il faut qu'ils soient capables de faire leur boulot dans les meilleures conditions possibles. Bien sûr, on travaille le pilier environnemental, on travaille aussi le pilier sociétal parce qu'on pense que les territoires sont extrêmement importants. C'est d'autant plus vrai sur les marchés des vins où on travaille avec des appellations. Et vous savez tous l'importance que ça peut avoir sur les marchés, d'avoir un territoire fort et de s'intégrer dans son territoire. Et de la même manière, on fait la même chose sur l'innovation. Donc on estime que si on travaille en performance globale et si on recherche la performance globale, il faut travailler l'innovation globale. Donc faire de l'innovation technologique, oui, mais aussi faire de l'innovation sur le plan environnemental et sur la façon dont on travaille. Je vous remercie et puis je vais donc vous rendre la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Pierre, c'est un bon panorama et on reviendra sur les questions-réponses des possibilités et des innovations qui sont proposées dans le décor sur verre. On voit que les références que tu nous as présentées sont des références de vins tout à fait honorables, mais qui ne sont pas excessivement chères en prix de vente, hein. Donc c'est quand même des innovations qui sont aussi accessibles et qui montrent par ces choix justement d'utiliser ces technologies-là des différenciations très claires, très marquées, une singularité qui est proposée en linéaire, mais aussi tout un accompagnement finalement de la stratégie de différenciation de la marque et du producteur, du metteur en marché. Donc on reviendra là-dessus, mais on voit que c'est une possibilité offerte aux
aux acteurs du vin qu'il faut connaître et qu'il faut vraiment utiliser. Une autre possibilité importante, c'est tous les domaines en fait de l'étiquette et des étuis. Et donc, je vais passer la parole à Patrick Cochet pour prendre le relais sur justement la présentation des services et des innovations qui sont proposés dans ce marché-là par la société Otajon. Patrick. Bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, je viens en qualité de représentant quelque part du groupe Otajon, qui est un grand groupe, et je vais commencer par un petit focus sur son historique, tout bêtement. Otajon est un groupe né dans les années 60 à Montélimar, patrie des fruits et légumes, certes, mais aussi de quelques vins, même si le début de l'histoire commence plutôt par des étuis pharmaceutiques, et très vite d'autres étuis, et c'est très vite aussi intéressé à la partie vin spiritueux, vous voyez, dès 1985. C'est un groupe qui est resté étui et coffret jusque dans les années 90 et a une croissance externe plutôt dans les années 90-95 avec des acquisitions de sociétés existantes, plutôt en Europe, mais pas que, aux États-Unis, puis en Chine. Et à partir de ces années 95, dans le monde des étiquettes, avec la création de 2 pôles qu'on va voir plus tard, un qui est plus agroalimentaire et technique et industriel, et un qui nous intéresse plus aujourd'hui, qui est le pôle étiquette vin et spiritueux, avec le focus sur le vin pour aujourd'hui. Le groupe est donc installé plutôt en Europe, comme je l'ai dit, un petit peu aux États-Unis et en Chine, ce qui nous apporte de toute façon une certaine complémentarité, et puis aussi la possibilité d'être au pied de certains de nos grands clients, puisque c'est aussi ce qui est demandé. Et comme vous pouvez le voir donc sur ce slide, donc on a une partie packaging en orange, un petit peu à travers le monde, une partie labels, donc qui correspond à la partie industrielle agroalimentaire du groupe, mais qui peut nous intéresser aujourd'hui puisqu'il y a des transferts de technologie jusqu'à donc la partie Otajon étiquette, donc qui est plutôt française, italienne et espagnole, et suisse, donc avec un certain nombre d'usines, mais 8 dédiées vraiment à l'étiquette de vin, et qui sont, je le précise tout de suite, qui sont situés sur les zones de production, donc Saumur, Bordeaux, Orange, Épernay, Beaune, et j'en passe, et Strasbourg. Allez. Donc voilà pour la présentation géographique, et en même temps la distinction de ces 3 sous-parties dans le groupe qui sont intéressantes, puisque beaucoup de transferts puissent se faire. Un petit mot sur le chiffre d'affaires, donc qui est d'environ 600 millions pour l'année, et avec un effectif aux alentours de 4000 personnes. Donc un grand groupe, mais on va y venir plus tard. La notion de groupe n'a que des intérêts, et dans le sens où derrière on a une kyrielle d'usines qui sont évidemment à la portée du monde de la viticulture qui nous intéresse aujourd'hui. Un petit point sur la partie répartition du chiffre d'affaires. Donc par produit, on reste un groupe très fabricant d'étuis, à 60%, 35% d'étiquettes. Un petit point aussi sur même si c'est 5% de notre chiffre d'affaires, sur tout ce qui est PLV, collerette, pendentif, fabrication de machines aussi, de coffrets. Je pense beaucoup aux pendentifs et aux collerettes et aux cônes, qu'on fabrique beaucoup pour le monde du vin, mais aussi alors quand je parle de vin, je parle évidemment de tous les vins français, mais j'y intègre aussi beaucoup le champagne et les sparkling, qui font partie de cette sphère-là. Si on fait un focus par marché, on est très parfum cosmétique, on est aussi très santé pharma, on est, comme je vous l'ai dit, alimentaire et confiserie, avec des usines par exemple en Italie qui travaillent pour Ferrero, donc tout de suite ça fait un petit peu de monde, ou d'autres qui travaillent pour Nestlé, donc tout de suite là aussi ça fait du monde si on parle en termes de proportion de chiffre d'affaires, et 11% donc sur la partie vin et spiritueux, et une petite partie sur la grande consommation. Mais tout de suite un petit point, et pour rebondir un petit peu sur ce que disait Monsieur Bernadet précédemment, Jean-Pierre, c'est l'intérêt de travailler sur 3-4 pieds tel que le groupe Otajon le fait. Aujourd'hui, on a beaucoup d'intérêt à
pouvoir travailler d'une part dans le parfum cosmétique et pouvoir évidemment transférer certaines technologies, certaines innovations, certains points comme ça purement techniques et d'innovation sur la partie vin et spiritueux et vice versa, bien entendu. Et ces transferts-là sont possibles puisque le groupe est constitué et a un service, par exemple communication, développement commun qui permet de faire un petit peu l'ascenseur des bonnes idées d'un métier à l'autre. Donc c'est pour nous plutôt une richesse que d'être sur ces piliers différents qui peuvent paraître un peu éloignés hein, quand on est dans le vin. C'est sûr que la pharmacie ça paraît très loin, mais il y a des, même si j'ai pas d'exemples précis qui me viennent, mais il y a des exemples, c'est clair, précis, c'est sûr avec le parfum. Hein, le parfum et spiritueux sont deux mondes très proches. Il y a pas de problème, mais aussi par rapport à l'alimentaire et les vins, et il y a beaucoup de points communs. Juste là aussi un petit point assez rapide sur notre position géographique dans le monde. Donc on reste quand même très français à 42%, mais on voit que les États-Unis et l'Italie sont juste derrière. Là aussi un gros intérêt, surtout en période de crise comme maintenant, de pouvoir faire confiance à un groupe qui a une stature mondiale et qui aujourd'hui peut espérer avoir un rebond en Chine là où on est un peu calme en Europe et peut-être un rebond aux États-Unis là où on est un peu tranquille en Angleterre. Voilà, donc là aussi un positionnement mondial qui donne de l'assurance pour nos clients que le groupe a une stature mondiale. Un petit point donc sur ces trois métiers dont je vous ai parlé. Le premier qui est donc le packaging. Je passe assez rapidement sur les proportions de chiffre d'affaires, etc. qui sont peut-être pas l'objet aujourd'hui, mais là aussi un gros intérêt avec quand même 14 usines qui savent travailler le packaging. Donc il y en a forcément une près de chez vous, ou mieux que ça, il y en a forcément une qui saura faire ce dont vous avez besoin, dans le sens où on s'interdit pas de travailler à l'autre bout de la France quand on est dans l'Est, de pouvoir travailler avec l'Ouest, etc., etc. De façon à trouver toujours le meilleur outil, la meilleure équipe, le meilleur système de développement ou d'éco-conception, puisque c'est quand même bien dans l'air du temps, qui puisse être plus au point ou plus adapté sur un site que sur un autre. Donc c'est ça aussi l'intérêt de ce nombre d'usines. Donc sur la partie, ce qu'on appelle packaging, nous c'est vraiment la partie étui, alors qui est moins présente dans le vin certes, mais c'est aussi la partie cône, pendentif, blister, tout ce que vous pouvez imaginer qui tourne autour du carton, alors avec une notion quand même d'assez moyenne ou haute qualité, certes, mais tout ce qui touche de près ou de loin au carton. Alors on n'est pas, j'évacue le truc tout de suite, on n'est pas dans la micro-cannelure, hein, on est plutôt dans le carton compact, pour parler un petit peu technique, mais très très spécialisé dans le carton compact. Bon. Certes. Deuxième métier, donc nous qu'on a appelé labels, donc qui sont des étiquettes plus techniques, plus industrielles, mais à titre d'exemple, on va savoir faire des petits 4 pages, vous voyez, derrière un petit autocollant, un petit sticker, puis en fait quand on décolle, vous avez un petit 4 pages, un petit 8 pages derrière. Donc ça c'est une technologie très particulière qui a été beaucoup développée par exemple dans le monde par rapport à Nestlé par exemple, qui met ça sur ses Nespresso, etc. Et qu'on décline, et qu'aujourd'hui on peut décliner dans les spiritueux et dans le vin sans aucun problème. Plutôt que mettre un pendentif, on peut très bien avoir une petite étiquette très technologique, et ça c'est vraiment une technologie, une bascule de technologie finalement de l'industrie vers le vin, qui a été possible parce que le groupe détient ces techniques-là dans des milieux différents. Et je vous passe les 12 usines, les 1200 emplois, pardon, et les 170 millions de chiffre d'affaires. Et les capacités, on vous l'a noté, c'est un petit clin d'œil, voilà, on a encore de la capacité. Donc si vous avez 5 milliards de pièces en étiquette un peu technique, il n'y a pas de problème, on saura les faire. Bon, on peut les faire en 2-3 fois si besoin. La partie qui nous intéresse plus aujourd'hui est la partie étiquette. Donc on a 8 usines, 400 emplois, environ 50 millions de chiffre d'affaires. Donc là, avec des sites très dédiés sur les régions, même si évidemment le pôle a une petite direction commune néanmoins pour que la communication se fasse, mais les sites sont très autonomes dans chaque région. Avec la possibilité donc d'être au plus près des marchés, et s'il faut on pourra rentrer dans les détails. Le premier détail que vous avez ici sur ce board, c'est que ça soit des sites packaging, labels comme on mentionnait précédemment, ou étiquettes, on s'aperçoit qu'on en a un petit peu partout. Donc
à travers la France, sachant qu'un site qui n'est pas forcément dédié peut renvoyer les informations ou les demandes ou de renseignements, etc., vers un autre. Donc, vous voyez, on a quand même un panel très large géographique de façon à être au plus près des marchés. Donc, bon, je vous laisse regarder, mais on est aussi en Suisse, en Italie, mais à Épernay, en Bourgogne, en Loire, en Centre-Loire, Méditerranée, et ce qu'on appelle Atlantique, en fait, à Gradignan, à Bordeaux. Mais outre les paroles, peut-être le plus simple, c'est de rentrer juste. J'ai 4 points de détail, 5, pardon, sur des technologies assez particulières d'étiquettes ou d'étui que Otajon a développé. Donc nous, on appelle ça les produits remarquables. On essaye de se faire un petit peu de communication autour de ça. La première est une étiquette qui a été développée par Otajon Atlantique, et donc qui use et reuse, j'allais dire abuser, non peut-être pas, d'options de personnalisation. Et en fait, on s'aperçoit dans ce slide-là que vous avez quelques étiquettes et qu'on est capable de créer un nombre important d'étiquettes, 10 000, 100 000, 5 000, 200, ce que vous voulez, strictement différentes, même si elles se ressemblent. Et le site d'Otajon Atlantique a la particularité de détenir une technologie aussi de vernis ou d'or à froid, enfin sans rentrer trop dans les détails, qui elle aussi peut personnaliser chaque étiquette. C'est-à-dire que on lit une impression aléatoire ou personnalisée, quadri ou couleur, avec la superposition d'un vernis ou d'un marquage à chaud, hein, pour parler de, qui lui aussi est personnalisé, est unique par étiquette. Voilà, là c'est vraiment un produit remarquable et qui là aussi on a tous besoin de rajouter un petit peu de marketing et d'idées. Alors on fait pas la création bien entendu, hein, on reste des exécutants. Il y a des grands professionnels comme ceux qui sont passés ce matin dans ce même forum. Nous on exécute, mais on peut apporter quelques idées liées à nos techniques, à nos machines, à notre savoir-faire, et en l'occurrence, savoir créer une gamme complète sans surcoût énorme, enfin la proportion du surcoût est tout à fait absorbable, et pouvoir créer un décor unique par étiquette. On sort un peu de la numérotation super classique, super traditionnelle. On peut le lier bien entendu, mais là on est vraiment dans l'étiquette unique. L'exemple suivant, qui est à gauche, est une étiquette qui là a fait appel à un concours que nous organisons tous les ans qui s'appelle Willow, qui est ouvert et qui est encore ouvert, j'espère pas dire de bêtises, avec le Covid, je crois qu'on a décalé un petit peu les dates, et qui est ouvert à des créateurs, où qu'ils soient, et qui peuvent faire des créations, et nous, Otajon, versons quelques prix aux gagnants, quelques gagnants, et surtout la possibilité de développer leur création auprès de l'un de nos sites et auprès de clients susceptibles d'être intéressés. Là, c'est ce qui avait donc obtenu le premier prix il y a 2 ans, une étiquette comme vous pouvez, j'espère le voir, très dentelée, très découpée, avec la succession le temps imparti étant un petit peu court, je rentre pas dans tous les détails, mais avec la superposition de beaucoup de techniques, de découpe, découpe hyper fines, enfin beaucoup de choses qui, quand on connaît les étiquettes, sont très intéressante et très innovante. Voilà, donc c'était cette succession-là. Le produit remarquable de droite, là, Justin Maillard, est un sparkling là qui lui aussi utilise ce que nous on appelait l'or moulé, et qui est un or aussi qui est fait en numérique et qui est là en l'occurrence imprimé sur un PP Top Clear, c'est un papier qui n'est plus un papier du coup, qui est un support transparent et qui nous a permis là aussi de faire des étiquettes, on y revient, personnalisées. Aucune étiquette n'est identique, mais avec la possibilité d'avoir un relief très important. Possibilité qui aurait pu être faite sur une autre étiquette, mais là c'est le focus avait été fait sur le côté touché de cette étiquette sur un plastique. Voilà, c'est là aussi quand on s'intéresse un peu à l'étiquette, toujours très compliqué d'avoir la superposition et du relief sur du papier un petit peu, mais sur un support PE ou PET, c'est d'autant plus compliqué. Et les 2 derniers points techniques sur lesquels ou d'exemples sur lesquels je voulais avancer sont la possibilité que offre Otajon d'associer
plusieurs sites sur un même projet. Ça peut avoir du sens, même si l'étui est peut-être moins l'intérêt dans le monde du vin, bien que il faut s'y pencher, la possibilité d'avoir une création commune, comme vous le voyez c'est du gin, mais peu importe, la possibilité d'avoir une création commune et l'intérêt de sortir l'étui et l'étiquette en même temps, pas créé, mais fabriqué par une même société. Donc là, vous avez la garantie, c'est des petites choses importantes, mais la garantie d'avoir des couleurs communes, des dates de lancement communes, des tas de petites choses qui, on le sait, quand on fabrique, peuvent être des soucis que de ne pas tout avoir en même temps. Vous avez déjà le problème avec les bouchons, les capsules, le verre, la mise en bouteille qui arrive pas, etc. Donc en l'occurrence, si vous avez un projet avec étiquette et étui ou pendentif, cône, etc., le groupe ayant les possibilités de développer de concert plusieurs types de produits peut vous les développer en même temps. Et le dernier petit point, on est assez fiers de cette création qui nous a été soumise il y a peu de temps, puisque ça vient de sortir, on a quelques prix, on trouve ce produit en vente là pour Noël. Il s'agit de Nicolas Feuillatte et d'un produit un petit peu d'exception qui a été fait dans un coffret. Alors on voit peut-être pas très bien, mais c'est un coffret qui a le gros intérêt d'avoir les 4 verres, une fois fermés, les 4 verres sont à l'intérieur. Donc quand on ouvre, on peut déployer les petites ailes là sur lesquelles les verres restent fixés et ça devient un présentoir. Et on a appliqué une technologie assez particulière, donc avec un support polyester, pour l'intérieur, de façon à pouvoir s'en servir de seau à glace, avec la capacité de garder les glaçons et la bouteille au frais pendant un certain temps. Ça reste du carton, du papier, du collage, donc c'est pas fait pour rester comme un seau à glace. C'est pas le même usage, mais pour un usage instantané et de quelques heures au moment du service, c'est quelque chose de très intéressant. Et là aussi, une association de technologies liée à plusieurs sites d'Otajon et une vraie success story. Voilà pour la partie purement démonstration en images, parce qu'il n'y a rien de plus parlant a priori. Et juste un dernier petit point, évidemment on parle beaucoup d'éco-responsabilité, d'éco-conception. Alors sachez évidemment que le groupe Otajon détient un certain nombre de certifications ISO, EcoVadis et j'en passe, et je vous embêterai pas avec tout ça, mais évidemment, nous détenons un certain nombre de certifications, ou celles qui nous paraissent les plus importantes et qui sont le plus, je pense à EcoVadis par exemple, qui est vraiment quelque chose de très fort en ce moment, dans lequel donc on s'inscrit. Mais juste pour faire avec ce dernier slide un petit focus sur la partie éco-conception, tous nos sites ont des responsables développement, recherche et développement, travail de concert, mais aussi chacun de leur côté. Donc je vous dirai pas le nombre dans chaque usine, mais à chaque usine, plusieurs personnes sont dédiées aux recherches et au développement, avec cette inquiétude, ce focus, cette lumière particulière sur l'éco-conception qui est très importante et qui vaudrait une présentation à elle seule. C'est pour ça que je me lancerai pas là-dedans. Et avec une autre particularité, je finirai avec ça, c'est que les sites dédiés donc aux viticoles ont des créatifs en interne, c'est-à-dire que pour la part étiquette, j'entends bien étiquette, on est capable dans quasiment tous les sites de redessiner un décor. Vous avez un château, vous avez une propriété qui a une image particulière, une vieille image, il faut savoir la redessiner, la remettre dans un décor complet avec le reste de l'étiquette. Nos sites savent le faire, savent être force de proposition là-dessus, ce qui est assez particulier dans le monde viticole, puisque pour reprendre un petit peu ce dont on parlait précédemment, dans le monde du parfum ou des spiritueux, on nous attend évidemment pas là-dessus. Ce sont des gens qui utilisent des agences de renom, voire international, puis qui usent de marketing et d'analyse, etc. Mais quand il s'agit d'être dans l'exécutif, dans la vraie vie de l'étiquette et du vigneron, sachez que chaque site, sur chaque région viticole, sait créer le décor et sait créer donc l'étiquette et vous la proposer. Voilà, et la proposer dans une technologie évidemment qu'on maîtrise. Merci de votre attention, j'ai fini mon petit tour, en espérant que ça vous ait intéressé. Merci beaucoup Patrick. Oui, ça nous a beaucoup intéressé parce que c'est un panel
extraordinaire de références et de technologies, d'innovation, où on voit que la multiplicité des sites et le positionnement donne en fait une offre extraordinaire de créativité, et aussi un positionnement, et tu le mettais en avant sur la fin de ta présentation, associé aujourd'hui à des aspects, on va dire, d'actualité, qui résonnent dans l'aspect on va dire, de moindre impact environnemental, voire de travailler évidemment en amont sur l'éco-conception et sur tous les aspects de développement durable et d'engagement avec les aspects PEFC, les forêts, etc. Et justement sur cet aspect développement durable, sur cet aspect, on va dire, d'impact environnemental, j'allais redonner la parole à Jean-Pierre sur une question que nous avons eue d'un participant sur les aspects, en fait, le verre, on sait que il a une très très belle perception consommateur et c'est une réalité parce qu'il est recyclable, recyclé et extrêmement bien organisé en termes de collecte, de tri en France et en Europe et dans beaucoup de pays. On connaît bien le côté aussi réemploi du verre dans un certain nombre de domaines et justement nous avons un point de précision que je vais te proposer de nous donner, Jean-Pierre, sur les aspects de profil finalement environnemental des décors sur verre qui sont proposés dans le packaging. Oui, alors ça c'est une vraie question à laquelle je pourrais répondre de façon, on va dire, attendue, en disant telle technologie est mieux que telle technologie, sauf que ça serait pas honnête. Alors, je vais pas faire la langue de bois et du coup, je vais répondre de manière un peu différente. En fait, ce qui est intéressant, c'est d'aller un petit peu au-delà de ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop de quoi on parle, mais on en parle, et on se retrouve dans ce qu'on appelle la montagne de la stupidité, où on dit tout et n'importe quoi. Et puis après, on passe par une phase un peu d'humilité quand on comprend un peu plus les choses, et il faut beaucoup de temps et beaucoup de travail pour arriver à toucher un peu à la vérité et à la réalité de cette question-là. Sur le plan environnemental, quand on commence à regarder les différentes technologies, si on fait un bilan carbone, si on regarde quel est l'impact, on s'aperçoit d'une chose, c'est que effectivement, il y a des différences potentielles entre les différentes technologies. Si on les prend, on va dire à isopérimètre, c'est-à-dire qu'on fait la même chose avec plusieurs technologies différentes. Sauf que dans la vraie vie, ça n'existe pas. Dans la vraie vie, en fonction du produit qu'on veut faire, on va avoir telle technologie qui va permettre de le faire et une autre technologie qui ne va pas forcément le faire. Et avec la même technologie, en fonction, on va dire, du design et de l'application, on peut avoir des impacts qui vont être plus ou moins forts. Donc quand on fait cette étude et qu'on regarde vraiment ce que fait chaque technologie, en fait c'est très difficile, ça dépend vraiment du produit. D'où l'intérêt de faire attention au moment du développement et ou avoir un vrai travail d'éco-conception au moment du développement. Quelqu'un qui vous dit moi ma solution elle est éco-conçue, vous inquiétez pas, on fait tout bien, c'est complètement vert, moi j'aurais tendance à me méfier. C'est-à-dire que oui, ok, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ça, c'est le discours qu'on veut entendre, mais après, derrière, la réalité des faits, quelle est-elle? La réalité des faits, c'est que n'importe quelle technologie, à partir du moment où elle est réfléchie en se mettant cet enjeu environnemental, même si a priori elle est mauvaise, ou elle paraît moins bonne sur le plan durabilité, elle sera toujours meilleure que quelque chose de soi-disant vertueux, mais sur lequel on ne s'est pas posé les bonnes questions. Ça, c'est une évidence. C'est vraiment une évidence quand on regarde la façon dont sont appliquées les technologies. Toutes les technologies peuvent finalement être vertueuses si elles sont bien utilisées. On vit dans un monde, par exemple, de plastic bashing. Il faut savoir qu'il y a sur certains produits, le plastique est la solution la plus responsable parce que ça apporte un certain nombre de caractéristiques au produit qui font que le bilan carbone et les impacts environnementaux, au final, c'est avec le plastique que ça sera le meilleur. C'est exactement la même chose quand on parle
que ce soit d'étiquettes, des mots. Nous, on travaille beaucoup avec les émaux parce que ce sont des produits naturels, mais ils consomment de l'énergie. Donc, c'est à mettre aussi en rapport avec des encres plus classiques dans lesquelles il y a plus de chimie. Ça va dépendre de la surface, de comment ça va devoir être appliqué. Il faut vraiment faire quelque chose d'assez précis et d'assez pointu pour pouvoir juger de la solution la plus durable. Et la solution la plus durable sur le produit A ne sera pas forcément la solution la plus durable sur le produit B. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est extrêmement importante, c'est aussi de regarder le produit dans son ensemble. Moi, j'ai été très surpris quand on a commencé à réfléchir sur notre impact et a commencé à travailler un peu sur le bilan carbone. Quand on s'est remis sur l'ensemble de la chaîne du produit, c'est-à-dire depuis sa conception, le packaging, donc le flacon en verre, ce qu'on met dessus, plus la capsule, plus le bouchon, plus tout ça expédié chez le client final. Il faut savoir que, par exemple, nous, on s'aperçoit que l'impact, on va dire, de la décoration du flacon est a priori inférieur à 1% de l'impact global. Inférieur à 1% de l'impact global. Et c'est vrai que dans ces conditions-là, se dire est-ce que je suis plus impactant si je fais une sérigraphie ou si je mets une étiquette. On m'a même dit une fois, oui, mais alors, en plus, moi j'ai envie de mettre les deux, est-ce que c'est vraiment bon pour l'environnement? On s'est aperçu qu'en fait, il suffisait de réduire, de prendre un flacon, on va dire 10 à 15 grammes plus léger, et on compensait X fois l'impact de la partie décoration du flacon. Donc ce sont des sujets sur lesquels l'air du temps fait qu'on apporte des réponses rapides et faciles, mais en fait, ces sujets-là sont beaucoup plus complexes et nécessitent de passer beaucoup de temps pour pouvoir apporter une vraie réponse. Donc, au final, la seule réponse que je peux apporter, c'est cuisiner vos partenaires, embêtez-les un petit peu. Dans le pire des cas, vous verrez qu'ils n'ont pas toujours la réponse. Ça peut permettre de faire la différence, mais aussi vous ferez une bonne action puisque vous les pousserez à se poser la question et d'aller un petit peu au-delà de ce qu'on appelle le greenwashing, qui existe depuis bien des années, qui existe encore, mais qui est en train de un peu disparaître parce qu'on commence à avoir des éléments de réponse de plus en plus précis. Oui, je crois que merci Jean-Pierre. C'est un secteur, le packaging, qui a été challengé depuis des années, mais qui aime les challenges et qui restera challengé encore beaucoup sur ces sujets-là, mais avec en 2020 et même depuis un certain nombre d'années, une bascule qui se met en place, qui est de raisonner réellement sur l'impact environnemental pour permettre des analyses tout à fait claires, transparentes et clarifiées aussi en termes de changement de matériaux ou de technologies. Et il ne faut pas hésiter, en tant que donneur d'ordre, à travailler sur l'ensemble en fait de la problématique produit conditionné pour trouver des bonnes solutions. Et c'est un point, je dirais, qui est à l'honneur, on va dire, des entreprises là qui témoignent, et particulièrement au Tajon. Je reviens là-dessus. C'est vrai que Patrick, tu nous as fait une présentation finalement globale de l'ensemble de l'entreprise. On voit un grand groupe qui est dans le monde entier, en France, en Italie, en Espagne, des pays qui résonnent dans le domaine du vin, bien évidemment, mais avec une vraie ancrage de proximité. Tu parlais d'un travail important sur le contact client et l'accompagnement des agences quand il y a des agences, ou en tout cas des clients en direct, sur les aspects d'étiquette. Donc je voulais un petit peu revenir là-dessus, et peut-être un petit peu d'ailleurs faire le lien aussi sur ces aspects d'éco-conception dans la création. Finalement, Otajon, c'est quand même aussi une somme de petites PME au service des PME. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur le nombre de références et cette volonté de toujours travailler au plus près des clients?
Oui, c'est vrai que ça peut paraître assez paradoxal qu'un groupe comme ça, un peu multinational, puisse être aussi près finalement de chaque région viticole. Et d'ailleurs, juste à titre d'exemple, bien souvent autour de Bordeaux, on peut penser qu'Otajon n'existe qu'à Gradignan, avec les quelques dizaines de personnes qui y travaillent, et le site que beaucoup voient près de la Rocade, ou à Beaune, près de la 7, je crois. C'est un petit peu la même chose, ou près de Saumur. Mais beaucoup de personnes, y compris, surtout dans le monde viticole, pensent que l'activité d'Otajon s'arrête là, alors qu'en fait c'est un petit peu la portion, la partie cachée de l'iceberg. Euh, ce qui est intéressant pour le monde viticole qui nous intéresse aujourd'hui, c'est justement l'autonomie de ces sites. Donc il y a 8 sites en France, je ne vais pas les renommer, et qui ont leur force commerciale, leur force de développement et leur force d'éco-conception. Alors, enfin, qui dit développement aujourd'hui dit éco-conception. Je retire aucun mot de ce qu'a pu dire Jean-Pierre tout à l'heure sur les recherches de bénéfices autour du packaging, et pour s'apercevoir que de temps en temps on veut ôter quelque chose parce que c'est un peu, on parle par exemple pour les étuis de ratio bashing, y compris pour les étiquettes d'ailleurs, mais on s'aperçoit que le ratio est une portion toute petite. À titre d'exemple, sur un étui, si on veut recycler 100% d'un étui, c'est 95% de carton. Donc de toute façon, si on commence à vouloir faire de l'éco-conception sur un étui, on ne le fera que sur 5% restants. Et sur ces 5% restants, il n'y a que 0,6 ou 0,8% qui sont liés à leur ratio. Donc quand j'ai dit ça, on se dit bah il faut laisser leur à chaud. Et je vais rajouter quelque chose, et qui est lié, et on a tous le même raisonnement dans le groupe Otajon, c'est de bien regarder l'analyse du cycle de vie. Alors le mot est un petit peu, on en entend beaucoup parler, il est assez galvaudé, mais c'est vrai que si on parle de leur à chaud, bah faut regarder comment a été fait leur à chaud, d'où il vient. Donc de plus en plus, on a quand même des acteurs qui se relocalisent, etc., de façon à ce que l'analyse du cycle de vie prouve que on est bien dans l'éco-conception, parce qu'il ne s'agit pas d'aller mettre quelque chose qui est beaucoup plus vert, mais qui a déforesté le Brésil ou je ne sais quoi, ou l'Amazonie. Donc c'est toujours ce raisonnement-là qu'il faut pousser jusqu'au bout. Et en termes d'éco-conception, c'est assez compliqué. Je rejoins là aussi Jean-Pierre. On a des certitudes qui s'envolent un petit peu. On a des essais qui sont plus ou moins parlants. Je reviens à l'or à chaud parce que c'est quelque chose d'assez, ou du polyester, c'est quelque chose qui est assez prédominant dans notre métier autour du packaging. Et c'est vrai qu'il y a des essais qui sont faits, mais on est toujours dans la comparaison du bling bling de l'or à chaud par exemple, et on s'aperçoit qu'il existe un tas d'autres formules pour avoir quelque chose de doré ou d'argenté, y compris sur une étiquette, et qui soit pas de l'or à chaud. D'où l'importance d'y penser dès la partie éco-conception. C'est-à-dire que, évidemment, si on cherche à imiter quelque chose d'existant, le trait bling bling de l'or à chaud par exemple, bah il y aura jamais plus bling bling que l'or à chaud. Voilà, ça c'est dit. Par contre, si on est dans l'éco-conception et qu'on accepte d'avoir un or peut-être un petit peu plus mat, un petit peu plus granuleux, un petit peu plus je ne sais quoi, un tout petit peu différent, mais qu'il n'y a pas de comparatif existant puisqu'on est dans la création, là nous on saura vous dire voilà ce que ça peut donner. Vous faites abstraction de ce que ça aurait pu donner, et du coup, ça peut rentrer dans l'air du temps. En plus, sans rentrer dans les détails, on est quand même dans l'ère du craft, de tous ces produits qui ressemblent, et le vin, il déroge pas, mais imprimé sur du bois, imprimé à base de canne à sucre, etc. Et ça, pour ce faire, on a la chance, dans la partie étiquette, surtout dans la partie étiquette, d'avoir quelques acteurs, je les nommerai pas pour pas en oublier un et pas faire de mauvaise pub à celui que j'oublierai, mais on a dans le monde des étiquettes des fabricants de papier ou des distributeurs de papier qui sont super au point et depuis très longtemps, et qui nous apportent très régulièrement des nouveautés, et aujourd'hui on sait faire des étiquettes à base de cacao, de chanvre, de canne à sucre, de pépins de raisin, etc., etc. Après, il faut trouver le modèle économique de tout ça. Ça c'est un autre sujet, parce qu'évidemment il n'y a pas de fabrication massive de ces produits-là, donc on arrive à un coût de l'étiquette qui peut ne plus être raisonnable, et du coup peut devenir anti-productif par rapport, y compris à l'éco-conception, hein, parce que si il faut acheter 3000 mètres et qu'on a besoin que 500, qu'est-ce qu'on fait des 2500 mètres restants, etc., etc. Donc toujours cette analyse du cycle de vie d'un côté, les papetiers qui heureusement sont très très force de proposition dans notre métier, et cette connaissance, et puis je finirai avec ça pour bien répondre à ta question, j'espère, qui sont que en ayant des sites dédiés à des régions, on a cette connaissance et les codes
de chaque région. Et c'est pas aux viticulteurs qui nous écoutent, aux vignerons qui nous écoutent, ou aux négociants qui nous écoutent, que j'apprendrai qu'évidemment, l'étiquette de vin d'Alsace n'a rien à voir avec celle de Beaune, et n'a rien à voir avec celle du Champagne, et encore moins avec Bordeaux, etc., etc. Et c'est important de détenir ces codes, qui sont déjà des questions en moins à se poser. Et je pense que beaucoup ont déjà eu de mauvaises expériences à aller demander à des agences ou des imprimeurs qui sont pas dans le giron local, et avoir des soucis juste pour leur expliquer que tel et tel code ne sont pas respectés, puisque même si on cherche à être très innovant dans chaque région viticole, néanmoins, on est quand même assez on peut vouloir garder certaines traditions sur certaines dénominations, sans même parler des dénominations légales. C'est pas l'obligation de l'imprimeur que de les donner. Ça reste de la responsabilité du vigneron, mais c'est quand même mieux quand l'imprimeur en question les connaît, sans avoir à les chercher. Voilà. Merci beaucoup Patrick, on voit que tu as bien mis en valeur l'aspect conseil de proximité, ce côté de proximité, et puis finalement cette proximité elle est aussi associée d'une certaine manière on peut dire à une économie circulaire de l'intelligence locale, de l'intelligence territoriale qui peut être développée, et pour revenir, tu as beaucoup parlé dans ce côté circulaire d'éco-conception, mais je me permets moi de rappeler qu'on est sur de la recyclo-conception aussi, c'est-à-dire que pour beaucoup, tu l'as cité, c'est du papier carton. Et dans les filières, on sait que on recycle en fait le papier carton quand il est composé à plus, en France, à plus de 50 ou bientôt à 75%, mais de papier carton. Et on sait très bien recycler, repulper et redonner vie à ces aspects-là. Donc ça montre en fait le côté vraiment de proximité associé à l'innovation. On a une autre question qui nous est demandée, c'est sur, on a parlé, on va dire, de format un peu standard. Est-ce que il y a aussi des développements, et je vais poser la question à Jean-Pierre, de formats originaux, des bouteilles un peu de grand format, notamment dans peut-être peut-être des vins effervescents, voire des champagnes, qui utilisent particulièrement des décors, ou est-ce que c'est des tendances que tu peux, on va dire, commenter, ou des petits formats. À l'inverse, on est à Cognac, il y a des mignonnettes, on sait ce que c'est que la mignonnette dans le cognac. Est-ce qu'il y a des petits formats dans le vin? Est-ce que tu peux nous commenter cette question d'un participant? Alors, oui, sur les formats, il faut voir que c'est une question, en fait, là aussi, qui doit répondre à un besoin client. Donc, c'est une question de marché mondial. On a eu une très grande propension à travailler les grands formats au début des années 2010. C'était assez développé pour une raison qui était très simple, qui était tout simplement une raison de taxes douanières en Asie, où en fait les taxes sur un certain nombre de produits, c'était au nombre d'unités, et donc la taxe était la même, que ce soit, on va dire, une bouteille 70-75 centilitres ou un 3 litres. Donc ça avait fait il y a eu un gros essor des grands contenants. Après, est-ce qu'il y a une tendance lourde à ça? Non. En revanche, il y a quand même une tendance à l'éclatement des formats. De la même manière qu'on a cette tendance à l'hyper-personnalisation pour avoir un produit qui réponde au plus près aux exigences du consommateur, on ressent quand même cette tendance sur les formats. Donc on le voit avec effectivement de très gros formats, des formats assez grands. 3 litres, on va jusqu'à 18 litres. En revanche, on le voit peu sur les petits formats. On voit peu de 50 ou 35 centilitres. En tout cas, moi, je note pas d'accroissement sur les petits, peut-être plus sur les gros formats. Mais pour moi, ça rentre dans le cadre de cette hyper-personnalisation où on répond au plus près de l'envie du consommateur. Parce que sur les formats, on voit aussi la naissance de formats qui sont là liés à l'éco-conception et aux besoins de durabilité, où
où on a une vraie question actuellement sur tous les produits, hein, sur le côté réutilisation, côté réutilisable des contenants. Alors c'est flagrant dans certains domaines, hein, où on va utiliser le produit vert pour faire de la consigne. Je pense, on l'a fait sur de la lessive ou sur des produits de salle de bain. Mais c'est une question qui se pose même sur des marchés comme le vin, où a priori ça semble, enfin, on imagine difficilement aujourd'hui quelqu'un prendre sa bouteille vide et aller la faire remplir dans un grand cru classé. Mais et pourtant, même si on ne l'imagine pas, il y a quand même une vraie question derrière de la part du consommateur, qui est: quels sont les différents moyens pour faire en sorte que le packaging, mon flacon, alors que ce soit en verre ou les autres formats, Cubitainer, Bag-in-Box, etc., comment est-ce qu'on fait pour que ce soit le moins impactant possible? Ça veut dire que la question est posée. La question est posée. Après, la réponse, elle est forcément collective. C'est-à-dire que oui, nous, les prestataires, on doit se poser la question, mais il faut aussi que les marques se posent la question, parce que c'est le meilleur moyen de déclencher quelque chose. Mais oui, il y a cette tendance à l'hyper-personnalisation plus que à l'éclatement des formats de flacons. Très bien. Merci à tous les deux. Je vais quand même redonner la parole à chacun pour faire un point de conclusion. Patrick, est-ce que tu as un point de conclusion que tu souhaitais nous livrer, qu'on n'aurait pas eu le temps de détailler pour terminer, synthétiser ton propos? Non, comme j'ai la chance d'avoir un auditoire à mon écoute, juste redire que le groupe Otageon est au service du monde de la viticulture, qu'il faut pas être effrayé par le côté multinational de l'affaire, et bien au contraire, c'est user de l'intérêt de cette position multinationale, et on en a, je crois, beaucoup parlé, toutes ces recherches de développement, d'éco-conception, etc., puisque tout est lié. Ça ruisselle jusqu'aux sites clairement qui sont dans vos régions respectives, et peu importe vos métiers, mais c'est clair qu'il y a un Otageon pas loin, et que nos coordonnées sont sur Internet sans aucun problème. Otageon, AUTAJON. Facile à trouver, avec des gens qui auront l'expérience, l'expertise pour pouvoir vous aider, a priori, quelle que soit la demande. Voilà. Merci beaucoup, Patrick. Jean-Pierre, aussi un mot de synthèse, s'il te plaît. Très court. Les temps ont l'air difficiles. Au Laker, ça donne l'occasion de se poser des questions, de soulever des problèmes, et à chaque problème soulevé, il y a des réponses, et c'est comme ça qu'on avance. Donc, ne désespérons pas, au Laker, vive les problèmes. Merci beaucoup tous les deux. Merci pour cette grande note d'optimisme et tout on va dire, cette fourvoie, enfin, l'ensemble, pardon, de présentation d'innovation et cette offre qui est exceptionnelle pour le vin. Donc, on peut conclure donc notre table ronde. Merci à tous les participants. C'est la clôture donc Vinipack de 2020. Merci à Vinitech, et donc merci encore à tous nos intervenants de cette journée d'avoir pu présenter tout le service et toutes les offres qui sont faites aux beaux produits qui sont élaborés par nos viticulteurs, nos vignerons dans toute la France. Merci, bonne soirée, au revoir.